Thanks, Bruna. Greetings. Merci Bruna. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous voir ici. Merci d'être avec nous ce matin, cet après-midi ou ce soir en fonction de là où vous vous trouvez. Et au nom de Amy, l'Alliance pour améliorer l'éducation des sages-femmes, nous vous souhaitons la bienvenue au 4e webinaire où nous parlerons du cadre d'action de l'OMS pour renforcer l'éducation des sages-femmes. Et le webinaire d'aujourd'hui, qui est la 4e étape, se concentre sur la préparation des établissements éducatifs, les cadres pratiques et les mentors cliniques. Je suis désolée, Bruna, je me rends compte que je viens de parler au-dessus de la diapositive de traduction. Désolée, j'étais tellement contente que je vais commencer à parler. Donc, bienvenue à tous. J'espère que vous avez bien entendu ces informations. Bienvenue au nom de l'AIME, l'Alliance pour améliorer l'éducation des sages-femmes. Bienvenue à l'étape 4 de cette série où on parle de la préparation des établissements d'éducation, des cadres de pratique et des mentors cliniques. Je m'appelle Félicité Copeland, je vais animer cette session avec ma collègue Aitani Miso, responsable technique pour les soins infirmiers et la profession de sage-femme au bureau régional de l'OMS pour l'Asie du Sud-Est. Je remercie Bruna Binbato qui accueille cette plateforme depuis le Brésil, Chisaso Matsuda, siège de l'UNFPA et nos interprètes qui traduisent pour nos collègues hispanophones, francophones et arabophones. Bienvenue à tous. Merci Bruna. Donc plutôt que de répéter les 7 étapes comme nous l'avons fait dans les webinaires précédents, nous allons passer à la dernière étape, renforcer l'engagement public et le plaidoyer et récapituler brièvement. Cette étape s'est concentrée sur les façons dont les sages-femmes peuvent s'engager auprès des femmes et des communautés, du public, du gouvernement, pour défendre la formation des sages-femmes et pour obtenir un effet levier au niveau ministériel, en se rappelant que si nous ne sommes pas à la table, nous serons certainement au menu. Nous avons entendu notre collègue Farida Lugia, responsable du plaidoyer d'ICM, qui a défini cette défense en fonction de 3 éléments: le message que vous voulez transmettre, le public dont vous avez besoin pour le recevoir et le canal ou les
canal ou les stratégies que vous utilisez pour relier ce message à votre public. Et elle a soutenu que cette défense devait être intégrée dans les programmes d'études des sages-femmes afin que les étudiants apprennent très tôt à faire entendre leur voix de sage-femme. Au cours de cette session, nous avons appris que le courage l'emporte le confort afin de s'opposer aux pratiques qui ne sont pas centrées sur les femmes. L'oratrice suivante, Suzanne Stahl, directrice de la santé maternelle et néonatale chez Momentum Global Health, a présenté le contexte de l'initiative mondiale, Every Newborn Action Plan et Ending Preventable Maternal Mortality, qui offre aux sages-femmes un cadre bien établi dans lequel elles peuvent euh, défendre la cause des mères, des bébés et des communautés au niveau national et mondial. Et je vous encourage vivement à examiner ces cadres. L'impact dans les pays qui ont mis en œuvre la stratégie est très important, impressionnant. Tout au long du webinaire, de nombreuses sages-femmes nous ont fait part de leur expérience en décrivant les moyens mis en œuvre pour vous battre pour les droits des femmes au quotidien, famille, collègues, étudiants. C'était merveilleux de les entendre. Merci d'avoir partagé tout cela avec nous. Et on nous a rappelé qu'il fallait, il fallait défendre la cause pour nous-mêmes également. Je vais passer la parole à Ai et utiliser la fenêtre de discussion pour partager vos réflexions et nous répondrons également à vos questions à la fin de la session. Et au fur et à mesure que nous allons parler des étapes sur la préparation des enseignements des établissements d'éducation, nous allons vous demander ce que vous avez fait pardon, pour renforcer vos structures. N'hésitez pas à partager ce que vous avez à dire. Maintenant, ma collègue va vous donner un aperçu de l'étape 4. Merci Felicity. Est-ce que vous y croyez? Nous sommes déjà au 4e webinaire de cette série. Aujourd'hui, nous allons parler de l'étape 4 du cadre, qui se concentre sur la capacité du corps enseignant à fournir un enseignement de qualité qui inclut la manière dont il soutient ses étudiants dans les stages cliniques. Cette étape fournit des conseils sur la manière de préparer un établissement d'enseignement à travers le continuum, de la salle de classe au lieu de pratique, car nous savons que c'est très important, avec une attention sur l'importance d'une connexion solide et transparente entre les éducateurs et la faculté. Et avec les mentors cliniques également et les précepteurs dans les lieux de pratique. Cela permet de mieux comprendre comment un étudiant progresse dans ses compétences et ses comportements dans le monde réel. Certaines questions directrices visant à accélérer l'évaluation d'un environnement approprié pour un enseignement et un apprentissage efficace sont formulées dans l'annexe 2 du cadre, réalisation d'une analyse situationnelle de la formation de sages-femmes. Il s'agit notamment de ceux qui dispensent de l'enseignement et quelles sont ses compétences. En d'autres termes, les éducateurs sont-ils suffisamment équipés pour enseigner? Quelles sont les dispositions prises pour perfectionner les formateurs dans la faculté de pratique de sage-femme? Est-ce qu'ils sont en mesure de soutenir les étudiants sur les sites de pratique? Comment s'assurer que les étudiants reçoivent les meilleures expériences dans leurs études et au travail? Est-ce que les environnements d'études sont propres, sûrs et pour le travail et l'étude? Et c'est revenu plusieurs fois dans les séries de webinaires, il faut qu'il y ait un environnement favorable. Avant de commencer cette discussion, je voudrais lancer cette session en recueillant l'expérience des participants à l'appel. Voici 3 questions de sondage auxquelles vous pouvez répondre en relation avec certains des domaines de cette étape. La première question, avez-vous été impliqué dans la préparation d'établissements éducatifs pour un processus d'examen formel? Oui, non, ou vous n'êtes pas certain. Deuxième question, avez-vous travaillé en étroite collaboration avec des mentors cliniques ou des précepteurs? Vous pouvez répondre oui, non, ou vous n'êtes pas sûr. Question numéro 3, êtes-vous ou avez-vous déjà été un mentor clinique ou précepteur? Oui, non. Je ne suis pas sûre. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur les réponses afin que nous sachions qui est présent avec nous aujourd'hui. J'espère que vous avez vu la fenêtre du sondage s'ouvrir et cliquez sur la réponse appropriée. Nous allons vous donner quelques instants pour répondre. Merci, Farhat a répondu oui.
Q1 et Q2. On veut voir les réponses. OK. Donc, on a beaucoup de oui. 70% ont préparé les établissements éducatifs par un processus d'examen formel. 23% ne l'ont pas fait et 7% ne sont pas sûrs. Et c'est pour cela que nous tenons ces webinaires. La deuxième question, en revanche, 91% d'entre nous ont travaillé avec des mentors cliniques ou des précepteurs, que ce soit positifs ou négatifs. Et aujourd'hui, on en parlera un petit peu d'ailleurs. Et comment rendre cette expérience positive? Et pour le numéro 3, est-ce que vous avez été un mentor clinique ou un précepteur? 84% d'entre nous l'ont été et environ 15% n'ont pas été de précepteur ou mentor clinique et 1% n'est pas certain. C'est super parce qu'on a un groupe vraiment mixte. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis impressionnée. Il y a beaucoup d'expérience dans cet appel. 91% qui ont travaillé en étroite collaboration. Moi, j'ai vraiment hâte d'entendre vos retours par rapport à cela. Comment renforcer cette relation entre les mentors cliniques et la faculté? Donc, c'est super. Donc maintenant, je souhaiterais vous passer la parole, Félicity, pour que vous présentiez notre première oratrice, première intervenante. Merci. Et c'est un honneur pour moi de vous présenter notre première intervenante, qui est riche en expérience, Sally Sakulko, coordinatrice du programme RCRH à l'UNFPA de Lao. Je sais que vous avez été dans un atelier pendant les derniers jours, donc j'apprécie vraiment votre présence ici aujourd'hui. Merci. Sally, l'année dernière, merci Bruna, est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante? OK. Pardon, j'ai perdu Sally, je ne la vois plus. Bonjour. Ah, vous êtes là. Pardon. Donc Sally, l'année dernière, c'était vraiment une année clé pour les sages-femmes car le Laos était le premier pays à recevoir une accréditation pour l'éducation des sages-femmes. Donc félicitations. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Comment ça s'est passé? Merci Felicity, merci et bonjour chers collègues. En effet, nous avons vécu cette expérience, nous avons parlé de cette expérience à Bangkok dans la réunion régionale, mais je suis heureuse d'en parler de nouveau ici. Donc en fait, il faut que je parte du début. Pourquoi le Laos a commencé à faire partie de ce cadre des sages-femmes? En 2005, la mortalité maternelle était très élevée au Laos. On était à cas, 430 000 environ morts par an, donc c'était très important. Nous avons mis en place des objectifs pour remédier à cela, pour accélérer le programme. On a reçu le soutien de l'UNFPA, justement pour renforcer nos capacités. Et une évaluation nationale a été réalisée pour voir s'il était possible de le faire. En 2009, le programme SPA a été mis en place. Et pour atteindre les ODD, le président avait demandé à l'Assemblée des Nations Unies de produire environ 100 000 sages-femmes d'ici 2015. Il n'y avait pas beaucoup de temps pour ce faire, donc ça a été difficile. Les, la, la cause qui avait été lancée donc à l'époque était pardon, le cours qui avait été lancé était un programme très bref d'1 an pour atteindre un niveau de sage-femme. Et ensuite, au cours des 2 premières années, on n'a pas pu trouver du personnel pour nous mettre à jour. Et donc, nous avons mis en place un nouveau programme de formation des étudiants sages-femmes. Et en 2014, le programme a été évalué et ensuite, nous nous sommes rendus compte que en 1 an et 2 ans, ce n'était pas assez pour mettre en place des programmes de sages-femmes
de compétences de sage-femme, donc nous sommes passés à 3 ans, un diplôme de 3 ans, de haut niveau. Et depuis 2015, donc, tout le monde suit le même cours, à moins, à moins que vous ne participiez au programme de 18 mois. Donc le pays, à l'époque, autour de 2014, a également commencé à mettre en place un cours de licence soutenu par les organisations, une organisation française. Mais les universités utilisaient principalement avaient recours à des enseignants externes de l'étranger pour faire tes formations. C'était un programme de 4 ans qui a eu lieu 3 ou 4 fois et ensuite il a été suspendu. Et maintenant, il n'y a que le cours continu. Si vous avez fait 3 ans, vous pouvez faire les 24 mois pour obtenir votre licence. Donc nous sommes toujours en train d'essayer de travailler avec l'université pour développer un cours de 4 ans, mais le pays voulait que la base soit correcte déjà. Donc il fallait travailler sur le diplôme de haut niveau, s'assurer que nous avions une formation de très bonne qualité afin d'entraîner les sages-femmes et qu'elles soient compétentes et puissent travailler. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Concernant l'accréditation, est-ce que vous vouliez que je continue à en parler? Oui, je suis juste impressionnée par cette créativité, au Laos, ce processus d'examen qui a été effectué, les réflexions, le retour en arrière. C'est très impressionnant ce qui s'est passé et je pense que c'est vraiment, c'est pour ça que le Laos était le premier pays en Asie. Donc est-ce que vous pouvez nous parler du processus d'accréditation, hem, avec l'ICM? Donc en fait, suite au programme SPA, qui a été réalisé en 2012 et il y a eu l'évaluation en 2014 et ensuite, le plan d'amélioration de la pratique de sage-femme a été mis en place et ensuite on s'est concentré sur le renforcement de la mise en place d'une faculté pour s'assurer que les enseignants, les formateurs soient en mesure d'enseigner et nous avons invité, davantage d'enseignants, et la mise en place de renforcement de capacité des enseignants également. Donc tout cela nous a, permis d'avoir de bonnes équipes d'enseignants sages-femmes dans différentes écoles. Nous étions soutenus, assistés, techniquement par l'université de Konka, la faculté de pratique de sage-femme qui a, heu, tout d'abord, mis en place une formation en Thaïlande et ensuite, de manière occasionnelle, 2 fois par an, il y avait des missions pour travailler avec chaque école. Et grâce à cela, nous avons commencé à, voir qu'il y avait 9 écoles dans le pays et ça aurait été difficile de s'assurer que chacun, atteigne les standards que nous souhaitions, atteindre. Donc nous avons encore évalué pour voir quelles étaient les écoles les plus puissantes, dans lesquelles nous pouvions investir davantage pour nous assurer que, au moins ces écoles obtiennent pardon, une reconnaissance internationale, pas tellement parce que si vous parlez avec les enseignants, l'école, heu, les directeurs de l'école, heu en partie, ils souhaitaient faire cela parce que, la pratique des sages-femmes au Laos est tellement récente en tant que profession que, il n'y a pas de reconnaissance immédiate par, les collègues, l'OBG, W, Y pardon, donc il n'y a pas de reconnaissance du personnel. Donc je pense que en voulant être reconnu, dans le but d'être reconnu, hem oui, c'est une pratique récente, mais nous avons tout
nous devons nous maintenir au niveau le plus élevé et donc nous avons voulu participer à ces évaluations et nous assurer, que, l'école obtienne, une reconnaissance. Nous avons eu beaucoup de chance parce que nous avons été présentés à un organisme d'accréditation, hem, du Canada, hem et donc cette personne a assumé le rôle de mentor pour les écoles et a dit: «Bon, si vous aspirez à être accrédité par l'ICM, il y a tellement d'étapes, sur lesquelles il faut travailler. Il faut que nous travaillions avec vous, voir d'où vous partez, comment, y arriver et il faut avoir un beau programme», parce qu'à l'époque, ça nous aurait coûté, hem pour, nous présenter et obtenir l'accréditation, ça nous aurait coûté, plus de 20 000 donc ça aurait été très, très, très cher, heu, pour que, l'école, obtienne, cette possibilité, mais n'obtienne pas l'accréditation, potentiellement. Oui, donc vous en avez 3 d'écoles qui ont été accréditées maintenant. Oui, après l'évaluation, ensuite heu nous avons cerné 3 endroits avec lesquels il fallait travailler. Nous avons envisagé une méthode de travail et ce mentor qui nous guidait, nous avions entendu parler du, programme MIA si nous pouvions obtenir le financement, nous ne devions pas payer, pour l'accréditation en faisant partie du programme. Donc c'est comme ça, que nous avons procédé et ensuite, hem il y avait toute la préparation, qui a été mise en place pour ces 3 écoles. Je pense que pour ceux qui, ne connaissaient pas EMEA, le processus d'accréditation, ce serait bien, que vous nous en parliez un petit peu, Sally. Comment ça s'est passé pour vos 3 facultés? C'est un processus qui est long, et on a commencé en 2018 et ensuite nous n'avons pas obtenu, l'évaluation, avant, la fin 2022. Évidemment, le covid a eu un impact, ce n'était pas juste parce que c'était long, mais je pense que, nous avons pris un peu de retard, mais le processus, a commencé par, toute la documentation déjà. Oui, c'est beaucoup, il y a beaucoup de documents. Il y avait beaucoup d'écoles qui voulaient s'engager, donc il faut vraiment être engagé et il faut que, l'équipe, souhaite donner de son temps parce que, hem pour le Laos, il y a vraiment la double charge de travail parce que beaucoup de ces documents doivent être, traduits en lao, la langue du Laos et nous devions travailler sur cette version et ensuite, heu, avant de revenir vers l'ICM, il fallait que ce soit retraduit en anglais. Donc il fallait faire un double travail vraiment, mais je ne sais pas, bon, il y a sans doute d'autres écoles qui sont dans des situations similaires où il faut traduire, dans les 2 sens, mais c'était vraiment difficile. Hem Donc voilà, donc ça a commencé tôt, beaucoup de documentation a été mise en place et ensuite pour, réunir toutes les écoles qui étaient à des endroits différents, hem, il y en avait dans le nord, mais dans différentes régions du nord et puis ensuite il y en avait dans le sud. Donc pour réunir les 3 écoles, heu, qu'elles travaillent ensemble, nous avons dû, faire plusieurs appels, Zoom. Orienter les personnes, parler avec les directeurs, parler avec, différentes équipes, nous assurer que tout le monde, soit au courant du processus et ensuite, il y avait l'expression d'intérêt, enfin la mention d'intérêt, l'auto-évaluation, qui est la partie la plus difficile. Je pense que l'auto-évaluation, c'était
89 documents. Ça consistait en 89 documents et il y a tellement d'annexes, donc nous avons dû, juste pour expliquer, donc l'une des grosses questions du processus, c'est la capacité des éducateurs de la faculté. Est-ce qu'ils ont assez de qualifications? Et ça peut être assez difficile, pour les éducateurs de traverser cette expérience. C'est impressionnant que vous travaillez si bien ensemble. Oui, parce que, avec le processus de l'ICM, hem, il fallait que les écoles aient, passé également, le processus qualitatif, le processus qualitatif de contrôle qualité. Il fallait d'abord faire ça. Il fallait avoir l'accréditation nationale, et ensuite on pouvait, heu, hem, postuler pour obtenir, l'accréditation de l'ICM. Donc ça fait partie du travail de préparation. Nous avons dû mettre en place, heu, 3 ateliers, groupes de travail en ligne et en personne avec les écoles pour préparer les documents. Hem, ensuite nous avons, travaillé sur les standards. Nous avons travaillé sur les, déclarations de position, les compétences des éducateurs, la définition des parcours et donc ça c'était la partie principale du travail. Ensuite nous avons étudié les standards parce que à la fin du processus, l'ICM a également, effectué, une évaluation, post accréditation avec les écoles et je me souviens que les écoles disaient: «Si nous avions su, les standards qu'ils recherchaient, ça nous aurait rendu la vie plus facile». Ça, c'est intéressant, oui. Il y a plusieurs questions qui apparaissent, Sally, et l'une de tes questions c'est super, mmh, c'est un processus qui est vraiment impliqué, engagé. Pas uniquement pour le prouver, mais pour faire le travail en soi. C'est incroyable parce que vous avez vraiment dû, vous battre. Donc, j'ai une question ici. Qui, utilise les comment est-ce que les écoles peuvent utiliser les standards, effectuer les, évaluations sans, conseiller? En fait, nous avions un mentor et ce mentor nous a aidés, nous l'avons pas payé. Elle nous a donné de son temps pour, soutenir l'école afin elle passe à travers ce processus et c'était super parce qu'en tant que, coordinatrice de programme, hem, nous n'étions pas au courant, de tout ce qui se passait à l'ICM, donc c'était bien qu'il y ait quelqu'un de l'ICM qui nous guide à travers cela. Et c'était vraiment, quelque chose que nous avons valorisé. Mais, si vous pouvez, avoir tous les outils disponibles à votre disposition que nous n'avions pas à l'époque, je suis sûre que, l'école peut, traverser, ces processus, seule, en autonomie. Oui, il y a beaucoup de documents, c'est comme vous disiez. Ensuite, vous avez eu une visite, sur place de l'ICM. Est-ce que ça a été l'étape finale, du processus? Oui, c'était l'étape finale du processus. Donc, hem, c'était 2 jours par école parce que les 3 écoles ont été accréditées en même temps. Encore une fois, heu, beaucoup de réunions de haut niveau d'abord. Nous souhaitions rencontrer le département qui, maîtrise, qui s'occupe de l'éducation. Il y avait une visite, avec le auprès du ministère de la santé, du conseil de, la santé professionnelle et au niveau de la capitale, toutes ces réunions ont été effectuées et pour chaque école, une réunion de 2 jours, une rencontre de 2 jours, une visite, d'observation de plusieurs choses, donc des discussions avec, les étudiants, les anciens et les nouveaux, présents, étudiants, les gérants,
des, entretiens et cetera. Donc je crois qu'il y a eu 32 réunions et 269 entretiens. Ce que vous pouvez imaginer, c'est vraiment un processus, énorme et les laboratoires de compétences, bibliothèques, matériel d'enseignement, hem, les programmes étudiants et cetera. Tout cela, a été examiné. C'était vraiment très, très précis. Il y avait également les hôpitaux de quartier, les centres de santé, heu, il fallait parler avec les sages-femmes qui avaient participé au cours. C'était, vraiment, quelque chose de très précis, très, 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 lourd, hein, parce qu'il y avait aussi l'interprétation. Oui, j'imagine que c'était très épuisant, mais aussi intéressant de travailler, de se réunir pour renforcer la qualité d'éducation des sages-femmes et la reconnaissance, c'était quelque chose de nouveau pour votre pays et c'est extrêmement positif, pour votre faculté de travailler à cet objectif et de les obtenir, de les atteindre. Donc l'un des commentaires, c'était par rapport à ça. Hem, Par rapport aux standards d'éducation, je sais qu'il y a eu des mises à jour, par l'ICM, hem, que de nombreux pays avec, peu de ressources, utilisent, hem, les étudiants de première année pour enseigner, parce qu'il y a un manque de personnel cruel. Désolée, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de personnes qui participent et qui posent des questions, mais nous souhaitons, maintenant entendre notre prochaine intervenante. Juste pour résumer, par rapport à ce que vous avez dit, quel s quel serait, le meilleur conseil que vous auriez à donner pour ce processus? Je pense que, d'avoir cette reconnaissance internationale pour les écoles qui ont travaillé si dur, pour l'obtenir, c'était vraiment, le meilleur moment. On en parle encore d'ailleurs, mais ce que je voulais dire, c'est que le processus ne s'arrête pas là. Une fois qu'on obtient l'accréditation, on ne peut pas se dire: «Bon, c'est bon, c'est fini, on l'a obtenu», je pense que le processus se poursuit. Il y avait, 37 standards, 37 normes qui ont été évaluées. On en a réussi, 33. Il y en a, il y en a qui étaient à moitié réussies et il y en a eu qui étaient problématiques. Donc nous avons travaillé là-dessus, nous avons continué à travailler pour nous assurer que les standards restent élevés. Il faut se souvenir que, l'accréditation n'est valable que pour 3 ans. Donc, ça ne dure pas très longtemps et en 3 ans, si on ne continue pas à travailler sur, l'amélioration et ben, on n'obtiendra peut-être pas, heu, une réelle accréditation. Donc il faut continuer le travail. Mais je pense que l'un des aspects clés, hem qu'il faut connaître en tant qu'école, c'est, qu'il faut s'assurer que l'éducation, les programmes font partie, d'un programme du ministère de la Santé plus vaste, hem, parce qu'au final, ce qu'on essaye de faire, c'est, réduire, la mortalité maternelle et si c'est lié à tous ces éléments, on a plus de chances d'obtenir des financements, du soutien et il faut que, tout cela fonctionne, pour il faut qu'il y ait quelqu'un, qui soit derrière nous pour nous aider, si on veut que ça fonctionne. Si on veut être, accrédité, tout est lié parce qu'on fait partie, des installations, des établissements, où les étudiants sont formés. Il faut s'assurer qu'il y ait des liens partout, qu'il y a un processus d'alignement. Oui, c'est vrai. Il faut vraiment être, inséré dans le cadre national. De la santé. C'est super, merci beaucoup, d'avoir parlé de cet élément, du fait de travailler encore, après avoir obtenu l'accréditation. Donc le modèle MIA ou la référence, mmh, est dans la fenêtre de discussion. Je pense que Chisato l'a partagé, si vous voulez regarder ce document. Merci Sally.
et on aura peut-être du temps à la fin pour répondre à certaines questions, mais maintenant je vais donner la parole à, ma collègue Aïe qui va, présenter notre prochaine intervenante. Merci, Félicity encore une fois. Merci Sally, c'était un super exemple. Le cadre, le leadership, la collecte de données, la qualité de l'éducation, des sages-femmes, et la défense, du changement. Hem, c'est vraiment, super, félicitations pour, votre travail. Et maintenant nous avons madame Jyoti Abraham, qui est une éducatrice sage-femme à l'université de Samoa, l'université nationale, depuis 13 ans. Elle est, étudiante à l'université de Victoria de Wellington, et merci infiniment, d'être ici alors qu'il est si tard, il est minuit presque pour vous. C'est, super que vous ayez, attendu, merci. Je voulais vous demander un peu de parler de votre expérience, comment préparer les étudiants et les institutions pour l'éducation, des sages-femmes? Comment, travaille votre université avec les hôpitaux? Comment est-ce que, ça se passe entre les institutions d'éducation et l'hôpital? Comment est-ce que les étudiants sont intégrés dans l'hôpital pour, leur stage? Merci beaucoup, à vous 2, et c'était un plaisir d'entendre Sally qui a parlé de la préparation des institutions. J'étais heureuse d'entendre davantage sur l'ICM, l'accréditation. Merci Ai. Je travaille à l'Université nationale de Samoa et nous savons que c'est une institution, d'éducation, très petite, c'est dans le Pacifique, et la plupart de nos étudiants sont dans un programme de 12 mois. Et maintenant, nous venons de passer, une évaluation pour, les diplômés, de la pratique des sages-femmes, et on est passé à un cours de 18 mois grâce à l'ICM. En préparant les étudiants à aller sur les sites, cliniques, c'est difficile parce que nous avons peu, d'enseignants qualifiés qui travaillent à l'université, et nous n'avons que, hem, quelques, mentors qui nous aident, et nous avons, essayé plusieurs choses, plusieurs types de cours. Nous avons, une méthode d'enseignement en bloc, et nous avions des cours de, 14 semaines, et donc nous avons vu lesquels fonctionnaient le mieux pour nos étudiants. Lorsqu'il y a l'enseignement en bloc, 3 semaines de théorie et ensuite 4 semaines de pratique clinique. Hem, pour les 14 semaines, en revanche, 2 semaines de théorie et ensuite, pratique pour le reste du temps. Donc nous avons essayé les 2 schémas, et l'enseignement en bloc était mieux, a mieux fonctionné, hem, pour les étudiants. Donc les étudiants, heu, sont plus souvent avec les patients, et donc ça a vraiment aidé les étudiants à s'impliquer davantage, à prendre soin des mères, assister, pour l'allaitement. Hem, ça a vraiment aidé leur apprentissage, et pour les préparer, il y a 4 semaines de pratique. Nos précepteurs ou mentors sont, sont des sages-femmes à la retraite, ou des, sages-femmes, en temps partiel, parce que, à temps plein, elles n'ont pas, la possibilité de sortir de l'hôpital parce qu'il y a pas beaucoup de, sages-femmes qui travaillent en environnement clinique. Donc nous n'avons pas beaucoup de sages-femmes dans le pays, et on peut comprendre, combien il y en a dans chaque, cadre clinique. Donc nous avons vraiment des chiffres limités. Il n'y a que quelques midwives qui sont, pardon, sages-femmes qui sont à temps partiel et qui ont pu participer, qui avaient plus de 30 ans d'expérience. Nous leur avons, donné la possibilité de venir dans nos cadres, laboratoires, cliniques à l'université et de parler aux étudiants. Hem, donc elles savent comment les étudiants, travaillent, et elles ont commencé à travailler avec les étudiants dans le laboratoire clinique, et elles sont, familières avec les précepteurs.
Donc ça leur a permis d'avoir une relation étroite avec eux afin de pas se sentir, hem, dépassés, par la suite dans le cadre, clinique. Donc comme je l'ai dit, nous avons choisi, ces précepteurs et nous avons, étudié les, compétences techniques et d'enseignement. Est-ce que ces personnes, s'énervent trop facilement? Est-ce qu'elles gèrent correctement les étudiants? Nous avons également, heu, nous a nous leur avons donné un contrat, heu et donc elles ont été récompensées, indemnisées pour leur travail, rémunérées pardon et nous voulions nous assurer qu'elles faisaient partie de l'université, pas juste, pour aider les étudiants. Ensuite, après l'évaluation, nous avons planifié l'atelier de 2 ou 3 jours avec les précepteurs. Donc au début du semestre, nous allons, hem, passer, mettre en place un programme, un atelier de précepteurs pour, leur enseigner, heu les rôles des précepteurs, comment, gérer les listes de vérification. Nous leur avons également permis, heu, de, pour effectuer des retours, aux étudiants plutôt que de juste les observer, dans le laboratoire clinique. Donc cet atelier, devrait les aider à travers un programme structurel et comme ça, ils auront l'impression qu'on travaille avec eux, à leur côté et donc ils se sentiront comme s'ils faisaient partie de l'école, vraiment intégrés. Merci Jyoti, je vous arrête, un instant parce que vous avez, soulevé des questions, importantes qui toucheront d'autres pays, j'en suis certaine. Il y a la compétition entre les sites cliniques, les étudiants, les éducateurs. C'est pas surprenant de voir cet étudiant qui s'occupe d'une femme, hem et c'est im important, de renforcer les expériences cliniques. Vous avez parlé, de l'utilisation des précepteurs qui sont à la retraite, des sages-femmes qui sont à la retraite, qui ont été dans le système, qui connaissent le système et qui construisent une relation avec ces étudiants dans le laboratoire afin que lorsqu'ils se rendent ensuite, à la clinique, ils aient déjà eu cette relation et ils se sentent plus à l'aise et je pense que vous avez parlé de beaucoup de questions, la question de la main-d'œuvre, heu, la pénurie de main-d'œuvre, que beaucoup de pays, traversent. En fonction des modèles, des soins de santé qui sont en place. Merci d'avoir partagé cela avec nous. Je pense que c'est très important, la manière dont vous avez, mentionné tout cela. Je voulais également vous demander comment dépasser la déconnexion entre la classe et la pratique, surtout, lorsque les précepteurs sont des, sages-femmes à la retraite, quand il y a des écarts de connaissances, qu'est-ce qui est basé sur l'épreuve? Qu'est-ce qui est basé sur la pratique? Hem Cet écart entre l'enseignement et la pratique, réelle, auquel nous faisons tous face, comment, dépasser cela? Nous avons un mélange entre des, temps partiels et des, sages-femmes à la retraite. Donc c'est vraiment un mélange. En ce moment, enfin, lorsque nous allons à la clinique, il y a un jour où l'enseignant, elle sera avec une sage-femme à la retraite et le jour d'après, ce sera une, sage-femme qui est à temps partiel. Donc il y a la théorie qui est faite par l'enseignant et il y a également, la sage-femme avec le précepteur qui voit ce qu'on enseigne, dans le laboratoire clinique et comme ça lorsqu'on va à la clinique, elles peuvent soutenir également les étudiants. Donc il y a un mélange qui fonctionne bien, pour garantir la qualité de l'enseignement et de la pratique et comme vous l'avez dit, nous avons également, hem, plusieurs étudiants, et il y a beaucoup des nombres, importants d'étudiants. Donc le bloc d'enseignement a bien fonctionné pour nous parce que les les étudiants, ils vont le vendredi, à la clinique
et donc l'enseignement en bloc a bien fonctionné. Nos, étudiants sont là constamment, pendant plusieurs semaines et ensuite, ils laissent la place aux autres. C'est comme cela que nous avons, permis aux étudiants d'être avec les patients afin qu'ils puissent être là pendant 3 ou 4 semaines, de manière continue et mettre en pratique, ce qu'ils ont appris. Donc ça, c'est très utile. Ensuite, nous avons, rencontré beaucoup de difficultés. La différence entre la pratique de simulation et l'hôpital, c'est très difficile pour, certains d'entre eux. Parfois, ils avaient peur de faire des erreurs, de commettre des erreurs avec les patients. Hem, Parfois, il y avait des problèmes de ressources parce que la sage-femme disait, hem: «N'utilisez pas trop de matériel», et cetera. Donc parfois les ressources étaient un problème pour nos étudiants. Je ne sais pas si c'est un problème dans d'autres pays, sans doute, et donc comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, les sages-femmes à la retraite, ont une pratique différente et c'est difficile, la différence entre la pratique et la théorie. Mais il faut s'assurer que, heu, elles passent au laboratoire clinique, afin qu'elles voient ce qu'on enseigne. C'est comme cela que nous avons dépassé, ces situations et parfois, elles ont un peu peur des comportements non professionnels, avec les patients. Heu, Lorsque on est dans le cadre clinique, on voit ces comportements et comment faire face à cela. Les étudiants eux-mêmes, viennent nous dire, parfois, ce qui se passe dans le monde réel, dans le cadre clinique. Donc nous nous assurons également que nous sommes présents, chaque mois pour les réunions périnatales, pour voir ce qui s'est mal passé, comment améliorer, hem et nous avons été invités à ces réunions et c'est ce que nous avons vu dans la pratique, ce qui doit être amélioré, ce qui doit être fait différemment et nous transmettons ensuite ces connaissances. Donc ça fonctionne, vraiment bien avec les sages-femmes d'hôpital, le partage d'expériences avec les étudiants et les précepteurs. Désolée, afin qu'on soit tous d'accord, qu'il peut y avoir des personnes qui ne sont pas des éducateurs ou qui ne font pas partie de programmes d'éducation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, ce que signifie l'enseignement en bloc? Parce que, vous l'avez mentionné, mais juste pour que tout le monde, comprenne, est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça signifie? Je sais que nous n'avons plus beaucoup de temps, donc je me demande si vous aviez juste, 2-3 derniers conseils pour les membres des facultés. Merci. Donc l'enseignement de bloc, c'est, en continu de lundi à vendredi pendant 3 semaines et ensuite, pareil pour lorsqu'on se rend dans le laboratoire clinique. Un jour pendant, 3 heures la théorie et ensuite on va dans le laboratoire clinique et il y a des sessions pratiques et on va faire ça, pendant 3 semaines d'affilée. Et après cela, on les emmène vers la pratique clinique. C'est 4 semaines, donc c'est en continu du lundi au vendredi avec les précepteurs. On ne on ne va jamais à l'université pour des classes de théorie, donc c'est, une pratique continue et ils voient donc les mêmes patients, au quotidien pendant plusieurs semaines d'affilée et les étudiants comprennent la continuité du soin parce qu'ils ont vu les mêmes patients, ils ont aidé les mêmes patients et ils ont l'impression de faire quelque chose pour ces mères, pour ces patients, on est dans les à allaiter les bébés, à fournir des soins, peser les bébés, voir les différences de poids. Oui, ce bébé a, pris 200 grammes. C'est des choses qui permettent aux sages-femmes de s'impliquer dans leur travail et de prendre des initiatives, de faire, davantage. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça que je suis contente, hem,
des apprentissages de l'enseignement en bloc, et ça a vraiment, fonctionné surtout dans des pays avec des ressources limitées. Merci beaucoup d'avoir expliqué cela. Je pense qu'il y a plusieurs questions pour vous, dans la fin de discussion, donc je ne sais pas si vous pouvez, répondre à ces questions, directement dans la fenêtre de discussion. Je vais repasser la parole à Felicity. Je voulais juste, avant de passer à autre chose, hem, dans les petits pays, qui ont besoin de l'aide des autres, hem, alors que nous avons réussi à poursuivre l'éducation, heu, ce qui a été utile, c'était les stages à l'OMS pour nos étudiants. Nous avons réussi à, avoir le soutien de l'OMS et l'UNFPA nous aide également, heu, à renforcer nos parcours, à nous fournir des équipements de laboratoire. Hem, c'est important d'aider les institutions, les établissements d'éducation. Il y a d'autres manières, d'aider, nos étudiants. Il y en a plein des manières. Merci, c'était une discussion vraiment passionnée. Merci Ai, merci Jyoti. C'est super de, voir qu'un petit, pays avec, 170 sages-femmes, je crois que c'est ce que vous avez dit. C'est impressionnant de voir cela. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez des ressources limitées, vous avez besoin de plus de sages-femmes, mais le fait que vous puissiez, leur donner cette expérience continue à travers ces blocs et que vous puissiez vous permettre d'avoir cette relation, il faut les connaître personnellement et donc ça, c'est, vraiment très intéressant. Comme vous l'avez dit, la relation avec les patients, est cruciale, les patientes est cruciale. C'est intéressant d'entendre les histoires d'étudiants, heu, qui n'ont jamais touché un bébé auparavant, heu parce qu'il y a trop d'étudiants dans le même groupe. Bon, il y a des questions pour vous, Jyoti, heu, concernant les, sages-femmes à la retraite. Qui les paye? Comment est-ce qu'elles restent à jour? Hem, oui, les sages-femmes à la retraite qui ont 55 ans et plus aident toujours et elles doivent aider avec les bilans de santé. Pardon, elles doivent effectuer un bilan de santé et avoir un certificat annuel et un contrat avec l'université. Donc, elles sont payées pour les heures, qu'elles travaillent chaque semaine, donc nous les payons. Ce serait intéressant, d'entendre également dans la fin de discussion comment, d'autres facultés gardent le lien avec les mentors cliniques. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le sondage, qui travaillent avec les mentors cliniques. Je pense que c'est crucial pour le soutien de, l'éducation, des sages-femmes. Je ne sais pas si quelqu'un voulait partager, autre chose dans la fenêtre de discussion, pardon. Mmh, est-ce que les étudiants restent, la nuit également? Non, c'est juste la journée avec les précepteurs et s'il y a des heures supplémentaires, elles sont faites par les sages-femmes ou les consultants, donc il y a des consultants sages-femmes, il y a des responsables qui s'occupent des étudiants, hem Mmh, l'après-midi, il n'y a pas de, shift la nuit, parce qu'il n'y a personne pour superviser. Donc c'est plutôt le matin et l'après-midi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'il y a, heu, une question concernant, l'écart entre les obstétriciennes et les sages-femmes. Comment faire face à cet écart entre, les obstétriciennes et les sages-femmes? Il y a toujours, une confusion, lorsqu'il s'agit de la prise de décision. Parfois, il y a peu de reconnaissance pour les sages-femmes. Est-ce que vous avez des commentaires par rapport à cela, s'il vous plaît? Oui, je viens d'Inde et je sais que, les sages-femmes, heu heu, pardon, nous n'avons pas pu poursuivre les soins lorsqu'il y a des obstétriciennes. Hem Les sages-femmes font la plupart du travail et elles appellent les obstétriciennes uniquement lorsqu'il y a un problème.
Donc si c'est un cas, à risque élevé, heu lorsqu'il y a eu une césarienne précédente, ou des cas à risque élevé, hypertension et cetera, eh bien ce sont les obstétriciennes qui s'en occupent et il faut les appeler pour qu'elles interviennent et procèdent à l'accouchement. Mais dans les cas normaux, hem, c'est fait par les sages-femmes et les docteurs sont juste en observation, mais ils n'entrent pas, enfin ils n'interviennent pas, c'est tout fait par les sages-femmes. Oui, c'était une bonne question, Sally. Il y a une autre question pour vous qui est très importante, pertinente. Est-ce qu'il y a une réduction, de la mortalité maternelle dans votre pays depuis que vous avez commencé ce processus d'accréditation? Je pense que c'est pour vous cette, question. Oui, je dirais que oui. J'ai commencé en disant qu'en 2005, c'était, 442 et à la fin, enfin dans les estimations pour 2020, on est passé à 286, donc ça a vraiment diminué en termes de mortalité. Mais évidemment, on ne peut pas dire que, l'attribution, c'est pour la pratique des sages-femmes. Mais lorsqu'on regarde les programmes, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Et la seule chose qui a, été significative, c'était l'introduction de la pratique des sages-femmes dans les pays. Donc je dirais que, ça fait la différence, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas, d'accord. Hem, il faudrait faire une étude spécifique pour, prouver que les sages-femmes contribuent à cette baisse de mortalité. Oui, je pense que nous avons cette donnée. Les sages-femmes font vraiment une contribution significative à la réduction de la mortalité maternelle. Oui. Bruna, merci. Je pense qu'on n'a plus que 2 minutes et ça passe toujours trop vite, hein. Nous avons d'autres commentaires? Il y a eu des problèmes techniques. Hem Nous ne pouvons pas résumer maintenant, mais vous pouvez re-regarder ce webinaire. Nous vous enverrons le lien pour pouvoir le re-regarder. Donc ne vous inquiétez pas, vous pourrez rattraper ce que vous avez raté et nous essaierons de répondre aux questions, qui sont dans la fenêtre de discussion. Donc les 3 points clés que l'on peut retenir, d'aujourd'hui, c'est d'utiliser des ressources existantes pour, le processus d'accréditation. Hem Le processus du Laos était assez long, ce qui est excellent, mais il y a également d'autres processus, et il y en a plusieurs qui ont été mentionnés dans la fenêtre de discussion. L'autre, heu, c'est ça c'est pas, hem, il s'agit vraiment de, hem, que la faculté, saisisse des opportunités de développement professionnel pour, augmenter les standards, d'éducation parce que la plupart des standards d'éducation ne sont pas assez élevés. Hem Et donc il faut vraiment saisir ces occasions ces opportunités de développement et pour développer ces parcours, ces connexions pardon, entre la faculté et la clinique, pardon, le fait de développer est très important et ça permet de mettre, les connaissances en pratique. Voilà, je pense que c'en est tout pour aujourd'hui. Bruna, hem, oui, ah voilà, nous avons encore 3 webinaires. Renforcement des facultés standards et parcours. Je voulais remercier Ai pour sa présence. Merci Sally. Merci Jyoti, vous pouvez aller vous coucher maintenant. Merci Bruna. Merci Chisato. Merci à nos interprètes, incroyables. Merci pour tous vos commentaires dans la fenêtre de discussion. Prenez soin de vous et on se revoit très bientôt. Merci. everyone. Thank you, everyone.
OK.